Nous sommes aujourd'hui 13 juin et comme chaque 13 juin, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'albinisme. C'est une journée lors de laquelle c'est l'occasion en tout cas pour tous ceux qui sont atteints donc d'albinisme. On les invite donc à marquer cette journée-là et surtout à sensibiliser aussi les autres qui ne le sont pas mais qui ne comprennent pas ce que c'est que l'albinisme et tout. En tout cas, sur ce plateau, nous allons recevoir à nouveau donc les personnes albinos. Nous serons avec monsieur Adama Guéné qui est de l'association des femmes albinos du Burkina. Il faut rappeler que cette association tient des activités chaque année en marche donc à l'occasion de la journée mondiale de l'albinisme. Aujourd'hui, on en discute dans la rubrique invité du jour. Plus tard également, on recevra sur ce plateau donc monsieur Charles Maï Bilgo, également docteur Tibiri, pour parler de conseils à l'endroit de ceux-là qui sont des candidats aux examens cette année. On va en parler tout à l'heure. On parlera cinéma également avec Coup de foudre à Ouaga. C'est une nouvelle sortie signée Abdourahmane donc Zampaligri. On en parlera également à cette émission. Merci de nous renouveler votre fidélité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte. Et nous partons à la découverte, bien sûr, à la découverte des habitats du Faso, du musée national. Et aujourd'hui, on poursuit avec la visite. Et c'est notre guide touristique, M. Auguste Bado, qui nous accompagne pour la visite. Nous sommes au niveau du plateau central et pour découvrir l'habitat Mouara. Alors, la particularité de l'habitat Mouara, les maisons sont des cases rondes avec un toit en paille. Et lorsque vous y entrez, l'intérieur, vous avez beaucoup de mobilier. Par exemple, vous avez le foyer à l'intérieur de la maison. Comme je le dis, ça permet, la fumée du foyer permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Et également, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison, vous avez des ustensiles tels que les calebasses, tels que des plats en argile, des marmites en argile. Mais étant donné que l'activité phare de la femme Mouara, avant aussi c'était la filature, donc vous verrez du coton à côté. Donc à tout moment, lorsque la femme elle finit les travaux champêtres et revient le soir, elle se repose en filant le coton. L'habitat sent également sa particularité. Ce sont des habitats dont le toit est fait avec une terrasse. Et vous allez voir également que souvent on n'a pas besoin d'une chambre en tant que telle. On va faire juste un cloisonnement caché lorsque vous rentrez dans l'habitat que vous ne voyez pas celui qui est couché. Et à côté aussi vous avez des greniers typiques au sang. Donc ces greniers, vous allez voir au-dessus de la cime, vous avez un petit toit qui ferme le grenier. Contrairement à certains greniers d'autres communautés, vous allez voir tout est en paille. Là, vous avez de la terre et c'est au sommet qu'on ferme. Et lorsque on commence à enlever les céréales, qu'on atteint un certain niveau, on va ouvrir une petite ouverture et c'est par là qu'on va enlever les céréales. Nous sommes au niveau à l'intérieur de l'habitat 100 et vous voyez également que le toit est fait avec du bois, soutenu par de gros bois pour permettre de supporter le poids de la terrasse. Alors à côté, quand vous voyez toujours, vous avez une lampe à côté qui permet d'éclairer la maison la nuit. Et c'est toujours les lampes faites à base de coton, donc avec du beurre de karité. Alors, si nous regardons, à côté, il y a toujours un foyer. Et c'est là que, puisqu'à l'intérieur de la maison, les femmes préparent. Mais l'avantage, c'est que c'est la fumée de la cuisine qui permet de conserver le bois qui est au niveau du toit. Donc on peut dire que c'est une méthode endogène pour la conservation de ces matériaux. Sur le plan culinaire, donc nous avons ce qu'on appelle le zamné, c'est des lentilles sauvages qui constituent l'un des mets, je dirais, très connus chez les Sans. Donc ce mets se fait, on prépare et on consomme avec de l'huile, contrairement à d'autres communautés qui vont l'utiliser pour faire juste de la sauce. Alors, au niveau de l'art vestimentaire, il faut dire que les Sans ont une spécialité. Vous avez ces motifs-là qu'on appelle la technique à dessin réservé, qui consiste à coudre, mettre du fil sur un pain blanc, de le teindre avec l'indigo, et après de défaire les fils
Donc en défaisant les fils, vous allez voir des traces blanches et c'est ce qui donne ces motifs que vous avez sur le pagne. On peut dire qu'il y a panoplie de motifs tels que les courriers, il y a les nuages. Donc vous allez voir des colonnes blanches pour constituer ces nuages-là. Merci à vous, Monsieur Auguste Baddo. Je rappelle qu'il est guide touristique au Musée national. Et nous visitions à l'instant donc les habitats du Faso qui se trouvent au sein du Musée national. Pour la suite, on va feuilleter les journaux ensemble avec Alphonse Ouedraogo qui est bien installé. On y va pour la revue de presse. Retrouvons à présent Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci. Alors, quel journal pour commencer? Alors, je commence avec le journal Le Quotidien qui affiche ce matin incident de tir près de la RTB, 2 blessés et des dégâts matériels enregistrés. Écrit le journal ZMO, artiste musicien, déclare les promoteurs du spectacle ne m'invitaient plus. Donc, c'est-à-dire à la page 6. Destruction des gîtes larvaires. La campagne nationale officiellement lancée, nous informe le journal Le Quotidien. Campagne cotonnière 2024-2025, une forte réduction des prix des intrants. C'est donc une bonne nouvelle à lire à la page 4 du journal Le Quotidien dans sa livraison de ce matin. Le journal Sidoya, dans sa parution du jour, écrit rémunération des prestations spécifiques. Le gouvernement abroge les décrets irrélatifs pour corriger les abus. Élèves atteints d'albinisme, le décrochage scolaire, un frein aux efforts d'éducation, c'est à lire dans Sidoya. Dans sa rubrique au coin du palais, Sidoya écrit « Ils volent un téléphone et un Bluetooth pour écouter la musique. » Épinglé par la caméra de surveillance, c'est un autre cas à lire dans sa rubrique au coin du palais. Toujours dans Sidoya, on peut lire lutte contre la fraude, une centaine de cartons de poulet avariés saisis. Cantine scolaire au Burkina Faso, des concertations pour la mise en œuvre efficiente de l'initiative présidentielle, nous informe Sidoya. Le journal Aujourd'hui au Faso nous parle également ce matin du Conseil des ministres qui a donc décidé de la suppression des avantages spécifiques de fonctionnaires et magistrats et c'est à lire à la page 4 du journal. Articles 5 et 25 de la Charte de la transition, modifié le 25 mai 2024, intéresse donc Aruna Diko qui interpelle le président du Conseil constitutionnel sur certaines anomalies et c'est à lire à la page 6 du journal. Bola, il est 25 ans de démocratie au Nigeria. Le journal écrit « L'Afrique écartélée entre l'urne et la baïonnette ». Toujours dans Aujourd'hui au Faso, l'on apprend qu'à Ouagadougou, un incident de tir à proximité de la RTB a fait 2 blessés légers. Campagne cotonnière 2024-2025, le prix de l'engrais passe de 27 000 à 18 500 francs CFA. C'est un autre titre du journal. Un jeune amputé du bras par un train à Ouagadougou, nous informe le journal. Mousbila Sankara porté disparu, nous informe toujours le journal Aujourd'hui au Faso. Le journal L'Observateur Palga, le plus vieux quotidien privé de la place, nous informe. Culture du coton, les prix de cession des engrais revus à la baisse, c'est-à-dire à la page 3 du journal. Charte modifiée de la transition, Aruna Diko demande, messieurs les sages, disposez courageusement de vos pouvoirs, c'est-à-dire à la page 13 du journal. Début production pétrolière. Le Sénégal va-t-il échapper à la malédiction de l'or noir? Se demande le journal L'Observateur Palga dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Situation nationale, Moussoubila Sankara porté disparu, écrit le journal RTB. 2 blessés et des dégâts matériels dans un incident de tir à la présidence, nous informe le journal de Nakibeoro. Le journal Le Pays affiche ce matin Cheikh Abdoulhamid Zoungrana qui déclare à propos de la Tabaski que celui qui n'a pas les moyens d'immoler la bête
doit s'abstenir de prendre un prêt, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays nous informe pas droit à Ouaga, l'ancien ambassadeur Moussoubila Sankara enlevé. RTB, un incident de tir fait 2 blessés et des dégâts matériels, nous informe toujours le journal Le Pays. Rémunération spécifique, les décrets irrélatifs abrogés. Campagne cotonnière 2024-2025, la ICB annonce la baisse des prix des intrants. Au coin du palais, condamné pour avoir soustrait de l'argent du compte de son ex-compagne, nous informe Le Pays. Conseil des ministres, plus de 373 milliards de francs CFA pour financer des projets spécifiques, écrit le journal Le Pays. Merci bien Alphonse Ouedraogo pour la lecture de ces titres. On revient donc sur cet incident de tir près de la RTB. Malheureusement, ça fait des dégâts. Oui, ça fait des dégâts. C'était hier donc dans la soirée, autour donc de 15 heures. Les riverains ont entendu effectivement ces coups de feu, que certains disent que ça venait de la présidence, mais officiellement on parle donc d'incident, d'une erreur de manipulation certainement, et ça fait que des projectiles sont donc tombés au niveau de la cour de la RTB, et ça en tout cas créé des dégâts matériels avec 2 blessés légers qui ont donc été pris très rapidement en charge au niveau, donc ils ont eu des soins et ces derniers ont donc regagné leur domicile. Donc le ministre de la Communication, ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'est même déplacé sur les lieux pour constater ce qui s'est passé, des véhicules qui ont eu des impacts de ces projectiles-là, des vitres brisées. En tout cas, ce sont ces dégâts-là qui ont donc été enregistrés. Et je pense que officiellement, le gouvernement parle donc d'incident de projectiles. Donc, même s'il y a des gens qui essaient de soutenir que ça va au-delà de ça, que ça venait de la présence, on doit s'en tenir vraiment à l'information qui a été donnée par les autorités. On a vu qu'il y a beaucoup de bruit justement qui courait hier. On avait même entendu parler donc de mouvements d'humeur. Donc ça fait que les gens qui travaillent aux alentours de Koulouba, du palais, il a été dit que des gens ont commencé à fuir, à quitter les bureaux. Vrai ou faux, on ne le sait pas. Mais ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est que les gens ont vraiment la peur au ventre. On vit tellement de difficultés que une information qui parle de trouble ou qui parle de tir, ça effraie davantage. Oui. Donc c'est la peur au ventre. Et j'imagine que les autorités compétentes vont prendre vraiment les décisions utiles pour vraiment nous éviter d'éventuelles situations. Autre sujet, Moussoubila Sankara, porté disparu, est de retour finalement. Tout à fait. Moussoubila Sankara, un ancien ambassadeur, un ancien compagnon du père de la révolution burkinabé. Moussoubila Sankara, la 80aine bien sonnée, avait été enlevé il y a quelques jours chez lui, autour donc de 5 heures, après bien sûr la prière matinale. Et selon l'observateur Palga, qui nous informe et qui a été le premier à alerter, a dit que des gens sont arrivés près de son domicile et ils attendaient. Et c'est à ce moment que une de ses filles revenait de la prière, a donc été accostée pour informer, pour faire sortir son papa parce que les éléments qui n'étaient pas loin, certainement des éléments de l'ANR qui n'étaient pas loin du domicile de Moussoubila Sankara, attendaient qu'elle fasse sortir donc son père parce qu'il y avait ce besoin-là. Effectivement, Moussoubila Sankara est sorti. Et ceux qui sont venus donc avec un véhicule banalisé, sans immatriculation, ont annoncé qu'ils ont rassuré qu'ils allaient le ramener autour de 14 heures, en tout cas le jour de son enlèvement.
Mais à leur étonnement, ça fait des jours, ils n'ont pas eu des informations de leur papa. Ce téléphone ne passait plus. Et c'est ça qui a commencé donc à inquiéter. Et les gens ont commencé à donner vraiment l'alerte. Fort heureusement, Bousbila Sankara a rejoint donc son domicile hier dans la soirée. Donc on peut dire que finalement, l'alerte a payé. Même si l'intention, on ne sait pas, est-ce que l'intention de ceux qui l'ont amené avec eux était de le ramener à cette période-là, en tout cas aussitôt, on ne le sait pas. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont été auparavant enlevés, qui ont fait des jours, on n'a pas de leurs nouvelles jusqu'aujourd'hui. Quand on sait que Ablassi Ouedraogo, par exemple, qui a été enlevé, a fait des mois, au niveau donc du Kaya. Et quand on sait que des gens comme Nourou ont été enlevés, on n'a pas de nouvelles de ces derniers, mais c'est bien important que la famille de Bousbila Sankara s'en inquiète et donne vraiment l'alerte. Heureusement, ça a payé, il est de retour. Il est de retour, voilà. Alors, le Conseil des ministres d'hier a décidé de la suppression des avantages spécifiques de fonctionnaires et magistrats. Oui, c'est ce qui a été donc prise comme décision hier. C'est une décision prise hier lors du Conseil des ministres à travers donc un décret. Un décret qui abroge 2 décrets. Ces 2 décrets en question traitaient de la rétribution des prestations des agents de l'administration publique et l'encadrement, la réglementation et l'encadrement des rétributions de ces agents-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'administration publique, quand vous prenez les directeurs généraux des sociétés d'État, en parlant des sociétés d'État, on peut parler par exemple de la Sonabi, l'Onabé, par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. Alors, le décret qui a été pris hier abroge donc 2 décrets qui donnaient vraiment des avantages à ces directeurs généraux des sociétés d'État et d'établissements publics de l'État. Et parlant d'établissements publics de l'État, on peut penser par exemple à la RTB, à la Sonapos et bien d'autres sociétés. C'est un exemple. Donc, ces directeurs généraux de ces sociétés d'État et de ces établissements publics de l'État avaient ces avantages, ces rémunérations, du fait qu'ils avaient vraiment des services qui le rendent au-delà en tout cas, au-delà de ce qui était prévu. Donc, en conséquence, il y avait des avantages liés à cette prestation-là. Donc, les 2 décrets en question traitaient conséquemment et en tout cas bien ces directeurs généraux. Et ça abuse, selon donc le gouvernement, qui a décidé d'abroger ces 2 décrets qui donnaient ces avantages à ces directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de l'État. Dans le même moment, le décret qui a été pris hier, abrogeant ces 2 décrets, indique que ces 2 décrets qui existaient donnaient aussi des avantages des agents publics, des agents de l'État, de l'administration, qui travaillent dans ces sociétés d'État. Il y avait tellement d'avantages qui allaient vraiment contre, en tout cas, ce qui devait se faire. Donc, le gouvernement, parlant d'abus, veut, à travers donc ce nouveau décret, réglementer maintenant les choses, encadrer, harmoniser, pour que ça s'inscrit dans le cadre vraiment du traitement conséquent d'un agent de l'administration publique, d'un agent d'une société d'État ou d'établissement public de l'État. Il faut que ça respecte ce principe-là. Et aussi que ce traitement, l'encadrement et l'harmonisation fassent que les directeurs généraux, les traitements qui leur seront réservés, respectent vraiment les principes. On ne doit plus rester dans cet abus. C'est ce que le décret précise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que avec cette nouvelle organisation, il y aura du reste, il y aura de l'argent. Parce que pour dire les choses clairement, il y aura une réduction de ce qu'ils gagnaient. Donc, étant donné qu'il y aura une réduction,
ben, il y aura du reste, il y aura de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit donc d'utiliser cet argent-là pour la réalisation d'infrastructures dans le secteur de la santé, de l'éducation, au profit des populations. Donc on sait que c'est de l'argent. Le reste là ne sera pas bouffé, mais sera injecté dans des secteurs bien précis. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et c'est pareil pour les magistrats. Hein. Oui, c'est pareil pour les magistrats. Comme j'ai cité, effectivement, vous faites bien le rappeler, c'est pareil pour les magistrats qui avaient donc bénéficié de ces décrets qui les donnaient des avantages en son temps. Ça fait des polémiques. Vous avez vu comment ils ont coincé Roch-Marc Christian Kaboré pour qu'il arrive à signer ces décrets en question. Quand il est arrivé nouvellement au pouvoir, Roch était obligé parce qu'ils avaient fait un débrayage, travaillaient plus. Donc tout cela a contraint le chef de l'État en son temps à signer ces décrets d'application. Et c'est en signant ces décrets d'application qu'ils étaient maintenant dans des grâces, parce qu'ils étaient vraiment bien dotés d'indemnités, de primes. Et ce sont ces primes, ces traitements-là qui seront donc revus à la baisse. Mais je me rappelle bien que quand ça faisait débat, on a toujours dit qu'on voudrait que la justice soit indépendante, qu'on ne puisse pas corrompre les juges, les magistrats et autres. Donc, il faut les mettre à l'aise. Bon. Mais en les mettant à l'aise, est-ce que ils ont été au rendez-vous de l'histoire? Est-ce que cela a mené notre justice à s'exprimer, en tout cas à travailler, à répondre aux besoins des usagers? Si vous promenez avec votre micro en ville, les gens vous diront non. Non. Donc, si on vous paye pour que vous fassiez un travail, parce que c'est un travail qu'on estime lourd et qu'on va vous ajouter des avantages, ben, si à l'analyse, vous n'êtes pas à un bon niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir les choses. Je pense que c'est ça, ce sont ces décisions-là qui inquiétaient les magistrats, surtout les syndicats, qui n'ont pas pris part au débat au niveau de la LT, voilà, au niveau de la commission, parce qu'ils sentaient les choses venir. Bon, tout compte fait, c'est arrivé. Alors, on termine par ce sujet en lien avec l'homme politique Haruna Diko, qui interpelle le président du Conseil constitutionnel sur les articles 5 et 25 de la charte de la transition, bien sûr, modifiée le 25 mai dernier. Effectivement, le 25 mai dernier, la charte de la transition a donc été modifiée à travers donc ses assises. Et partant de là, il a été indiqué en son article 5 que désormais le chef de l'État, président de la transition, est appelé président du Faso. Ça, c'est l'article 5 de la charte modifiée qui le dit. L'article 25 de la charte modifiée le 25 mai dit également que désormais, le pouvoir de la transition à partir du 2 juin prochain doit se dérouler jusqu'à 5 ans, donc 60 mois. Oui. Et pour Haruna Diko, 60 mois, c'est égal à un mandat prévu par la Constitution du 2 juin 1991. Et quand on parle de mandat, il y a un mandat lorsque le peuple est appelé à voter des gens, et après le vote, le président élu est connu, et ce président élu et investi doit gérer le pays jusqu'à 5 ans. Donc 5 ans, c'est égal à un mandat. Pour Haruna Diko, il pose des questions au président du Conseil constitutionnel. Est-ce que le chef de l'État actuel a été élu? La question est non. Voilà. Je ne réponds pas à sa place. Mais en tant que journaliste, la question est non. Deuxièmement, le titre de président du Faso, on l'obtient lorsque l'on va à une élection et dans les urnes, les gens sortent, ils s'expriment et après le décompte, le dépouillement, on retient que c'est telle ou telle personne qui a été élue. Et c'est le Conseil constitutionnel qui constate et qui certifie les résultats pour dire que les élections ont tenu telle ou telle date, ont donné ces résultats et c'est tel candidat qui a donc été déclaré vainqueur. Donc le Conseil constitutionnel certifie les résultats en ce moment. Et ce même Conseil constitutionnel, comme la position prévoit ses pouvoirs,
procède maintenant à l'investiture du président, du candidat élu. Et ce candidat élu investi a désormais maintenant le statut, le titre de président du FASO. Donc, le statut de président du FASO, on ne peut pas, pour Harouna Diko, à travers donc des assises qui ont réuni 350 personnes, porter ce statut-là à un chef de l'État. Pour Harouna Diko, on enfreint ici la loi, on ne respecte pas la Constitution qui a pourtant bien prévu comment on obtient le titre de président du FASO. C'est pour cela qu'il demande, il interroge le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré, avec bien sûr les autres sages du Conseil constitutionnel, de bien réfléchir. Est-ce que vous allez, en connaissant de toutes ces dispositions de la Constitution, accepter, déclarer, en tout cas, puisque le Conseil constitutionnel constate le respect, est-ce que les dispositions qui ont été adoptées, soit au niveau de l'Assemblée ou qui viennent du gouvernement, est-ce que ce principe qui répond que ça respecte la Constitution, est-ce que vous allez, en connaissant de toutes ces dispositions-là, déclarer que ça respecte notre Constitution? Si bien que la Constitution vous donne tous ces pouvoirs, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir déclarer, voilà, est-ce que vous acceptez de déclarer la conformité de la charte, des conclusions de la charte, contenues dans cette charte modifiée le 25 mai, avec ces anomalies qui les relèvent, est-ce que malgré ces anomalies dont vous avez connaissance, vous allez déclarer recevable, conforme les conclusions de la charte qui a été modifiée le 25 mai dernier? C'est là toute la question et toute l'ambiguïté. Et je pense que seul le président du Conseil constitutionnel, avec les autres sages du Conseil constitutionnel, auront la bonne réponse aux préoccupations de Harouna Diko. On verra bien. S'il y aura les jours à venir des explications ou encore des échanges. Merci bien, Alphonse. Merci bien, Madame Nikira. Bonne suite. Merci beaucoup. C'est l'heure à présent pour nous de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Donc, on y va pour la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Adama Guéné. Il est chargé des questions de santé et d'éducation au sein de l'Association des femmes albinos du Burkina, donc AFAB. Bonjour, M. Guéné. Bonjour, madame, et bonjour aux chers téléspectateurs. Donc, on va vous inviter encore à pousser la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre, M. Guéné. Ok, merci. Alors, c'est le 13 juin aujourd'hui. C'est bien qu'on vous reçoive ce jour, Journée mondiale de personnes albinos. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? Alors, merci déjà de nous recevoir sur votre plateau pour nous adresser à vos téléspectateurs pour pouvoir passer des messages de sensibilisation. Il faut dire que cette journée est d'une importance capitale pour les personnes atteintes d'albinisme parce qu'elle a été décrétée depuis 2014 par les Nations Unies à travers un décret 051. Et cela fait suite au constat des différentes difficultés que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent dans leur vie, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental par moment. Et ça représente vraiment un moment fort pour nous parce que c'est vraiment en ces temps que nous, en tout cas, on attire beaucoup l'attention sur les problèmes des personnes atteintes d'albinisme. Et justement, c'est pourquoi en fait la FAB, donc l'Association des femmes albinos du Burkina, est née. Quels sont vos objectifs? Ok, alors il faut dire que la FAB a été créée d'abord par des femmes qui effectivement, au regard des problèmes que je viens de citer, ont aussi fait le constat que beaucoup de difficultés sont encore accentuées lorsqu'il s'agit des conditions de la femme. Et c'est pour cela qu'en 2008, Madame Déné et ses consoeurs ont effectivement mis en place l'association des femmes albinos du Burkina avec pour objectif de veiller au bien-être de la personne atteinte d'albinisme de façon générale et particulièrement avec l'accent mis sur les conditions de la femme. Et nous, en tant que jeunes personnes atteintes d'albinisme, soucieux aussi d'apporter notre touche au rayonnement et à la lutte qu'eux, ils ont déjà commencé, nous avons rejoint effectivement cette lutte. Et depuis 2019, les initiatives sont là, et comme Albi 8, dont nous sommes à la 6e édition cette année. On va en parler tout à l'heure, on parlera du programme de Albi 8 et même de la thématique également de cette année. Alors,
l'association qui existe depuis quelques années, qui œuvre pour le bien-être de la personne albinos en général et des femmes en particulier. Maintenant, pour revenir aux difficultés que vous rencontrez, vous avez dit difficultés, c'est en plusieurs ordres. Hein. Côté sanitaire, quels sont les problèmes que la personne albinos, surtout vivant au Burkina, dans un pays sahélien, rencontre? C'est ça. Effectivement, c'est vrai que le Burkina a beaucoup sa particularité, mais il faut dire d'abord que de façon générale, l'albinisme, au-delà de la couleur blanche de la peau, au-delà de cette beauté peut-être que ça représente, cache aussi une fragilité de la peau et une fragilité déjà face aux rayons solaires. Et une personne atteinte d'albinisme qui s'expose beaucoup au soleil, subit vraiment des conséquences allant des simples rougeurs, des taches au cancer de la peau, qui malheureusement constitue la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme au Burkina et un peu partout ailleurs. Et il faut dire aussi que d'ordre sanitaire, il y a aussi le problème de vue. La plupart, pour ne pas dire la totalité des personnes atteintes d'albinisme sont malvoyantes. Et du coup, cela n'est pas sans impact sur non seulement leur vie de tous les jours, mais aussi sur leurs conditions scolaires, notamment les enfants qui ont du mal à évoluer à l'école. Et déjà, donc, ce volet éducatif est mis à rude épreuve. Voilà, ça c'est vraiment le volet sanitaire. Et sur d'autres plans aussi, il y a d'autres difficultés. Tombons justement sur le plan éducatif. Donc, quels sont les problèmes aussi que vous rencontrez? Tout à l'heure, vous avez même évoqué le problème sanitaire, mais qui impacte les études. C'est ça. Alors, il faut dire qu'au niveau scolaire, au-delà du problème de vue qui impacte effectivement l'évolution scolaire des enfants atteints d'albinisme, il y a aussi la stigmatisation dont ils sont victimes. Et du coup, quand les enfants se retrouvent à l'école, dont leurs camarades ne savent pas ce que c'est que l'albinisme, d'autres les stigmatisent, d'autres les rejettent, d'autres refusent de s'asseoir avec ces enfants-là. Et quand l'enfant déjà a un problème de vue, il n'a pas de voisin par moment et que souvent les enseignants ne comprennent pas ce que l'enfant a comme handicap. Du coup, ça joue beaucoup sur l'évolution scolaire. Et plusieurs enfants atteints d'albinisme abandonnent l'école très tôt. Dû aux difficultés certainement. Donc, éducation, santé, et puis dans la société maintenant en général. Oui, dans la société en général, en fait, on dit les enfants reflètent en fait la globalité même de la société. Ce que les enfants manifestent à l'école, effectivement, est aussi manifesté au niveau des adultes. Ce qui fait qu'on se retrouve, qui fait d'ailleurs la réelle raison de la création de la FAB, des femmes qui se retrouvent soit répudiées, les femmes par exemple qui accouchent d'un enfant atteint d'albinisme, répudiées parce qu'on estime que le fait qu'elle a accouché d'un enfant, soit c'est une malédiction ou bien qu'elle a trompé son mari, ce sont beaucoup de préjugés effectivement qui dans la société impactent l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Et au-delà, il y a aussi ces stéréotypes qui menacent les personnes atteintes d'albinisme, d'autres qui s'inspirent des cas malheureux d'Afrique centrale où on dit aux personnes atteintes d'albinisme, si tu fais, on va t'envoyer quelque part, on va t'envoyer au Nigeria, pour dire qu'effectivement ce sont des phrases qui aussi déstabilisent, pour ne pas dire nuit à la quiétude des personnes atteintes d'albinisme, pour ne pas dire que nous nous posons aussi les mêmes questions. Est-ce que ce n'est pas des choses même qui existent au Burkina? Ça choque. Et quand on voit qu'ailleurs, on parle souvent d'enlèvement de personnes albinos pour des rites que certainement eux-mêmes maîtrisent, donc le pourquoi. Et ici aussi au Burkina, est-ce qu'il y a quand même des risques d'enlèvement d'enfants albinos? Oui, on va dire qu'il y a des risques parce que on a déjà enregistré des tentatives d'enlèvement et des tentatives et d'abus, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés rasés ou bien qui se sont retrouvés dont les gens voulaient enlever leur sang abusivement, etc. etc. Et c'est peut-être des cas isolés, mais au Burkina, nous constatons que les personnes atteintes d'albinisme, quand on prend le territoire, sont inégalement réparties. Il y a des zones où on ne rencontre pratiquement pas de personnes atteintes d'albinisme. Bien vrai qu'il y a la question génétique, mais toujours est-il qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Et on espère qu'avec au fil du temps, on pourra vraiment investiguer et pouvoir sensibiliser au maximum pour que, en tout cas, les personnes atteintes d'albinisme puissent jouir de leur vie de façon régulière comme les autres.
Je sais que, 2023-2022, votre association avait déposé un plaidoyer auprès du ministère de la Santé concernant notamment la prise en charge de la personne albinos. Quel est l'état d'avancement à ce jour? Alors, déjà, merci aux autorités sanitaires qui nous avaient reçus à l'époque. Alors, et c'est vrai que côté public, souvent, ça a du mal à évoluer. Et nous avons été reçus, je me rappelle, par le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé à l'époque, qui a bien voulu recevoir nos différents plaidoyers et qui a effectivement promis de donner suite. Alors, à ce jour, on ne peut pas dire que quelque chose est fait concrètement, parce que, comme vous l'aurez constaté, beaucoup de mesures ont été prises, notamment dans le cadre de la prise en charge du cancer, que ce soit chez les femmes, que ce soit le cancer de la prostate, et bien d'autres pathologies, la radiothérapie, etc., qui ne prend pas effectivement compte des personnes atteintes d'albinisme ou bien qui ne prend pas compte du cancer chez les personnes atteintes d'albinisme. Et nous avons réintroduit encore le plaidoyer puisque c'est notre mission. Il faut dire qu'en 2023, ça doit être en novembre, nous avons été reçus par le directeur de la gratuité des soins avec qui nous avons eu un entretien très fructueux. Et on espère effectivement que les autorités actuelles sont en train de prendre à bras le corps la question sanitaire des personnes atteintes d'albinisme parce que c'est une préoccupation phare. Les statistiques n'existent pas, mais on sait que les personnes atteintes d'albinisme meurent très jeunes. Et cela parce qu'ils sont un peu en minorité. On n'arrive pas effectivement à comprendre que c'est un grand problème de santé publique. Et nous, on espère vraiment qu'à travers les plaidoyers, voilà, et un jour en tout cas, on aura gain de cause. Et c'est quoi le contenu justement de ce plaidoyer? Le contenu de ce plaidoyer, c'est pour accompagner les personnes atteintes d'albinisme pour leur prise en charge sanitaire, aussi bien préventive que curative. Parce que je viens tantôt citer les problèmes de peau qui sont liés au soleil, qu'on peut éviter. Vous me voyez avec le chapeau de saponné, j'ai aussi mon habit manche longue. Oui. Après l'émission, vous allez... que je vais porter pour me couvrir. Voilà, donc c'est juste pour pouvoir présenter à lui que j'ai mis ce t-shirt. Donc c'est pour dire, et à travers une sensibilisation intégrée dans le système de santé, à travers des actions de dépistage régulières, des consultations dermatologiques fréquentes, à travers des protections avec des crèmes solaires que les autorités compétentes peuvent aussi mettre à notre disposition, etc., on peut éviter effectivement la survenue des cas de cancer de la peau. Et au-delà maintenant, ceux qui sont atteints de cancer, à l'heure où je vous parle, on a beaucoup de cas de cancer qui sont effectivement sous, je vais dire, l'accompagnement des associations qui ne font aussi que faire des plaidoyers auprès des bonnes volontés pour les accompagner avec des soins qui sont très coûteux, à l'image aussi du cancer de sein, cancer de la prostate et tout autre cancer. Et c'est vraiment un poids, non seulement pour les associations, mais pour les personnes atteintes d'albinisme et surtout pour les mamans des enfants atteints d'albinisme qui voient les adultes souffrir et qui se disent, bon, est-ce que mon enfant va avoir aussi et cette pathologie, mais est-ce que mon enfant va finir pareil? C'est dommage. On espère que, en tout cas, ce plaidoyer va connaître une suite favorable. Alors, Monsieur Guéné, on va aller d'abord au conseil pratique à l'endroit de ces mamans-là qui souvent ne savent pas. Il y a certaines qui mettent au monde un enfant albinos. Dès le bas âge, quels seraient les conseils que vous pouvez donner à cette maman? Alors, dès le bas âge, c'est déjà que la maman de l'enfant puisse prendre conscience de l'état de son enfant. Je parle tantôt de la fragilité de la peau et de couvrir l'enfant au maximum. Éviter que l'enfant s'expose au soleil au maximum jusqu'à ce que l'enfant grandisse et qu'il soit conscient que c'est lui-même qui doit protéger l'intégrité de sa peau. Au-delà de ça, il y a aussi la question de vue. Parce que beaucoup l'enfant s'expose au soleil, plus l'enfant aussi, son œil se fatigue et à la longue peut faire une cécité. Et déjà donc protéger aussi les yeux de l'enfant et protéger l'enfant contre aussi toute forme de stigmatisation. Parce que quand les enfants subissent la stigmatisation, le rejet, le mépris des autres à bas âge, ils grandissent avec. Et ce sont des enfants qui sont repliés sur eux-mêmes. Et du coup, c'est le handicap même de la personne atteinte d'albinisme actuellement, c'est comment se surpasser et aller au-delà des étiquettes qu'on l'a collées, aller au-delà de ses vécus pour être aussi une personne battante et apporter sa touche au rayonnement du pays. Donc je il pense faut que ce sont carrément un accompagnement de la part des parents. C'est ça. Alors, on va parler maintenant de votre activité à venir. Chaque année, à l'occasion de la journée mondiale de l'albinisme, vous organisez Albi Week.
C'est quoi Albi Week? Alors, il faut dire que cette initiative a été prise par l'Association des femmes atteintes d'albinisme et la Fondation Slamazone, c'était en 2019, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, qui est célébrée chaque 13 juin. Ces deux structures-là ont estimé qu'une journée n'était pas assez suffisante pour parler de l'albinisme. Et c'est ainsi que Albi Week a été décrété, voilà, qu'on appelle Semaine de la personne atteinte d'albinisme. Célébré au Burkina. Voilà, célébré au Burkina. Donc, nous sommes à la 6e édition cette année. Et pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Alors, il faut dire que cette année, le programme est encore bien rempli. Et nous avons eu déjà des séances de sensibilisation à travers des communications avec Savane, dont je remercie encore voilà, et pour l'accueil et pour votre constant accompagnement et l'ensemble des médias d'ailleurs, parce que c'est par la communication que nous espérons faire passer le message et toucher le maximum de Burkinabés pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Et après cela, nous avons eu le 11, une journée de salubrité au CMU 51 CSPS de Karpala, et qui a mobilisé vraiment plus d'une centaine de personnes, qui a été une activité aussi très bien réussie. Et après cela, c'est aujourd'hui 13 que nous avons une conférence publique au CIAO, au niveau de la salle de la créativité. La conférence, je pense que doit débuter dans 30 minutes. Voilà, et qui va aborder des thématiques liées à l'albinisme, liées au changement climatique, liées aux droits des personnes atteintes d'albinisme. Et le 14, le vendredi, demain soir, nous allons avoir une soirée culturelle qui va magnifier la personne atteinte d'albinisme pour dire qu'au-delà des difficultés qu'on vient de citer, les personnes atteintes d'albinisme ont une vie, les personnes atteintes d'albinisme sont combatives, sont rayonnantes et peuvent effectivement apporter leur touche, que ce soit à la culture, que ce soit à n'importe quel domaine de la vie. Soirée culturelle, vous allez faire des défilés? Oui, au niveau de la soirée culturelle, il y a des ballets, il y a des enfants atteints d'albinisme qui vont danser, il y a des personnes atteintes d'albinisme mannequins qui vont défiler, il y a des artistes qui vont prester. Il y a pas mal d'artistes de renommée, Malika la Slameuse, Ali Vérité, et Kézi, qui est-ce que je n'ai pas cité, Ismo Vitalo, entre autres, en tout cas des artistes qui sont vraiment disposés à nous accompagner, dont nous remercions à l'avance parce que nous sommes convaincus que seuls nous ne pouvons pas aller au bout des différents stéréotypes, nous ne pouvons pas toucher toutes les mentalités et c'est avec l'ensemble de tous que nous allons le faire. Et la dernière journée, c'est le 14, dont nous organisons, et le 22 maintenant, le 22, et c'est un dimanche, dont nous organisons un match de gala. Dont les personnes ça veut dire que c'est à cause de Tabaski que vous reportez voilà, le week-end prochain. Effectivement, c'était prévu le 16, mais à cause de la Tabaski, nous avons décalé ça au week-end prochain pour pouvoir jouer un match de gala que nous organisons. Et les personnes atteintes d'albinisme vont fonder une équipe de football et jouer contre une autre association. Et voilà, et à l'issue de cela aussi, il y a une séance aérobique sportive, voilà, pour pouvoir clore l'activité, voilà, en beauté. Wow. C'est un programme alléchant, comme vous l'avez dit. Et qu'est-ce que vous attendez, donc, que ce soit de vos associations sœurs, mais également des personnes individuelles hein, et des personnes albinantes? Alors, je viens par moment de le dire que nous ne pouvons pas aller au bout de ce fléau seul. Mais il faut dire aussi que l'albinisme est une question génétique qui concerne tout le monde. Nous qui nous battons aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas avoir les résultats maintenant, c'est pour le futur. Et tous ceux qui sont, nos parents n'ont pas la couleur blanche de peau, et ça veut dire que ça peut arriver aux enfants de n'importe qui. Et nous pensons que si la société change, si les personnes atteintes d'albinisme ont des meilleures conditions de vie, c'est tout le monde qui gagne. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble de la population burkinabé à non seulement à s'associer à ces genres d'activités, à l'ensemble des partenaires à accompagner cette activité, parce que c'est à travers cela qu'on va parvenir à une inclusion effective des personnes atteintes d'albinisme. Bien sûr. Merci. Et vous avez parlé de communication qui vont se passer aujourd'hui même au CIAO. C'est sur quelle thématique que vont tourner notamment ces communications? Alors, il faut dire que 3 thèmes vont être abordés à l'issue de la conférence publique. Le premier thème, c'est les droits des personnes atteintes d'albinisme, et non seulement sur le plan international, et les défis au Burkina Faso. Il faut dire effectivement que les autorités, je dirais, onusiennes, ont adopté un certain nombre de résolutions pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Et ce thème va concourir à faire la lumière sur ces différentes résolutions et dire au Burkina qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire.
Et au-delà de cela, l'autre thème, c'est 10 ans de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et bilan, défis et perspectives. Pour dire, depuis que la journée a été décrétée, on mène beaucoup d'activités. Quel est l'impact et qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Et l'autre thème qui est un thème d'actualité qui va être abordé par une personne atteinte d'albinisme, docteur en pharmacie, concerne le changement climatique, le réchauffement climatique actuel et son effet sur les personnes atteintes d'albinisme. On a vu que cette année, on a vécu un moment de fort canicule. Avril a dû être difficile pour vous. Hein? Et plus que difficile, parce que je vous le disais tantôt, c'est vraiment l'une des années où les personnes atteintes d'albinisme ont eu besoin de consultation de façon très très régulière. À chaque moment, on appelle, telle personne a une plaie, telle personne a des lésions. Et du coup, on s'est dit que le moment était bien aussi pour pouvoir aborder ce thème-là et sensibiliser ces gens-là non seulement sur ça, et aussi encore rappeler de l'implication et de la nécessité de la lutte contre le changement climatique. Parce qu'il n'y a pas que les personnes atteintes d'albinisme aussi qui sont impactées, et c'est nous tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Guéné, d'être passé sur ce plateau. Quel serait votre message à l'endroit de vos frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'albinisme. Ok, journée mondiale de l'albinisme. À mes frères et sœurs, c'est déjà un message d'amour. Okay. Voilà, je m'aime, je vous aime. Nous aussi, on vous aime très fort. C'est ça. Voilà, donc, et les inviter vraiment à ce qu'on se protège, à ce qu'on vive et à ce qu'on se surpasse. Parce que nous sommes des personnes magnifiques et nous pouvons aussi faire des exploits. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour ceux qui le veulent bien tout à l'heure, à partir de 9h, c'est ça? C'est ça. Pour les conférences ou les communications au niveau du CIAO. C'est ça. L'entrée est libre? Oui, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. C'est au niveau du pavillon de la créativité. Et tous ceux qui vont venir, en tout cas, nous allons les accueillir à bras ouverts. D'accord. Maintenant, demain, c'est pour la soirée culturelle. La soirée culturelle à 19h. Ça se passe où? Dans la même salle du CIAO, pavillon de la créativité. Voilà, sur invitation aussi. Oui, c'est sur invitation, mais l'entrée est, on dirait, libre. D'accord. Voilà. Et puis donc, le match de gala, ça sera le 22 juin. À la ZAD, sur un terrain synthétique. D'accord. Et nous invitons tout le monde à venir communier cette cérémonie de clôture avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Adama Guéné est donc le chargé des questions de santé et d'éducation au sein de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso. Et aujourd'hui, 13 juin, nous commémorons la journée mondiale de l'albinisme. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, juste après on retrouve des invités. Nous parlons cinéma à présent avec Zampaligde Abdraman. Donc, sur ce plateau, réalisateur aujourd'hui, il est le réalisateur du film Coup de foudre à Ouaga. Bonjour Zampa. Bonjour Abzeta Nikema, chers téléspectateurs de la télévision de Nouvelles Idées, Savane Média, bonjour, et chers cinéphiles, bonjour. Merci, bienvenue. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'une charmante dame sur ce plateau, actrice de cinéma, qu'on connaît certainement même dans les films du PDG de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sidnaba. Elle est là parce qu'elle a joué dans le film Coup de foudre à Ouaga. Il s'agit de Halima Ouedraogo. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Coup de foudre à Ouaga, le lancement c'était lundi, Zampa. Oui. Comment ça s'est passé? Bien, merci Abzeta Nikema. Le lancement s'est très bien passé. Très bien passé, en ce sens que les gens sont venus, la presse est venue pour en tout cas couvrir l'événement. Je remercie en passant Savane Média, BF1 et tous les autres médias en ligne qui étaient présents au niveau du Ciné Burkina le lundi 10 juin pour en tout cas couvrir l'événement. Donc l'un dans l'autre, je peux dire que ça s'est très bien passé. Et le côté négatif, c'est que les gens sont sortis du film. Ils sont allés poursuivre, regarder le match des étalons pour finir. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais ce n'est que partie remise. Le film continue son petit bonhomme de chemin. C'est ça, parce que le film est toujours à l'affiche. Et c'est bien quand même qu'on revienne sur le synopsis de ce film, Coup de foudre à Ouaga. Oui, merci Abdeta. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est en parfaite harmonie dans son foyer avec son mari. Elle était vraiment une femme sérieuse, très carrée. Mais vous savez,
quand on parle des boomerangs, des camélébas, c'est des gens qui sont prêts à tout miser quand tu vois une femme qui sur les chaînes de laquelle il tombe. Donc, cette femme a rencontré malheureusement cette star de la musique burkinabé qui est tombée sur les chaînes de la dame, qui s'est mis comme objectif de conquérir la dame. Ah. Elle a résisté jusqu'au bout, elle a fini par tomber dans les chaînes du monsieur et la fin, je ne vais pas raconter. Et bonjour les problèmes. Bonjour les problèmes. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, voilà. C'est ça, parce donc, que vous étiez tranquille dans votre foyer. Avec ma femme, la star, vous savez, ce jeune homme-là, on dit que le jeune là, il dit que le vieux là, il est vilain, il est quoi, il n'a pas vu la jeunesse de ce vieux là. Il va découvrir, parce que le vieux, il va prouver que lui aussi il a été comme toi, mais il n'a pas eu affaire aux femmes des anciens. Ah, bon, d'accord. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a le réalisateur, le producteur et l'acteur aussi, un des acteurs principaux notamment, parce que M. Zampa Ligré a joué en même temps dans ce film, et je crois qu'il joue le rôle du mari de la femme. La femme est sur le plateau. Ouais. Également, la femme incarnée par Alima Ouedraogo. C'est quoi le nom en fait Je ne suis pas la femme dans le film, je suis la petite sœur de la femme. La petite sœur de la femme, d'accord. Ok. Ben, mon rôle... Le nom déjà de votre rôle, c'est quoi? J'ai joué le rôle de la petite sœur de la femme. Et moi, en quelque sorte, j'ai pris la star à la place de ma sœur. On le partageait ensemble. Ok. Voilà. Taper dos à sa sœur, quoi. Apparemment, c'est ça, mais c'est pas ça. Ah, ok. Bon, comme on doit découvrir en venant regarder Voilà. le film. Et comment, Alima, vous avez trouvé le tournage de ce film? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le film conseille un peu. Parce que c'est des choses qui se passent dans la vie réelle qu'on essaie d'ouvrir les yeux des autres. Voilà. Mais j'ai trouvé le film intéressant, les acteurs aussi, parce que c'était comme une famille. Il y a d'autres, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, mais très vite le courant est passé sur le plateau et le réalisateur était positif. Donc on arrivait à communiquer avec lui, donc ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Est-ce que c'est un réalisateur qui met à l'aise les acteurs? Bon, je parle comme s'il n'était pas là. Oui, oui. Okay. J'ai en tout cas aimé jouer avec lui parce que j'ai eu mes premières expériences avec M. Sidnaba, que je remercie au passage, car c'est un grand monsieur qui fait beaucoup pour nous. Voilà, hormis le cinéma, c'est un papa qui est vraiment très positif aussi et très compréhensif. Donc, je trouve ses pas à M. Zampa Ligré. Il est aussi très gentil. Alors, le film est toujours au programme? Oui, le film est toujours au programme au niveau du Ciné Burkina jusqu'au 23 juin. Parce que c'est un film que nous avions envisagé en son temps de tourner spécialement pour la fête de Tabaski. Mais on a vu que ce que le film incarne comme enseignement, en une semaine, on ne va pas pouvoir faire voir ce film à tous les cinéphiles qui seront intéressés. Donc on l'a élargi sur 2 semaines, on l'a mis sur 2 semaines. Alors, je rappelle aux cinéphiles, c'est pas parce que c'est étalé sur 2 semaines qu'on va dire on a le temps de voir. Parce qu'il y a un adage qui dit on ne remet jamais à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Le film, moi j'ai un programme d'aller au cinéma aujourd'hui. Je ne dis pas non, le film passe dans 10 jours, je vais attendre. Non. Dès qu'on peut, on va voir le film parce que c'est généralement ceux qui viennent à la dernière minute qui se font piétiner parce que tout le monde veut venir à la dernière minute et ça crée des embouteillages au niveau des salles. Donc j'invite tous les cinéphiles, dès ce soir, ceux qui n'ont pas pu venir hier, depuis lundi jusqu'à mercredi hier, dès ce soir à sortir massivement, venir au Ciné Burkina, c'est à 18h30, 20h30 et 22h30. D'accord, et ça continue jusqu'au 22? Ça continue jusqu'au 23 juin, c'est le dimanche 23 que ça prend fin. Alors, mais comme je l'ai dit tantôt, et dès qu'on peut, on part avant le 23. Bien sûr, c'est ça. Alors, quel est votre invite à l'endroit des cinéphiles qui nous regardent présentement? Moi, je les invite à sortir massivement pour voir ce film parce qu'il est très positif. Il conseille
Et aussi, ce que je vais leur demander, le film reste le film. Ok. L'actrice est une actrice dans le film. Ah bon? C'est pas sa vie de tous les jours qu'elle a Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher Voilà. déjà? Non, je ne me reproche rien. Uh-huh, Mais je prends un petit exemple. D'accord. Avec M. Sinaba, il y a un rôle que j'ai joué. Et je suis la femme du chef. Je suis rentrée un jour au marché. Et quand je payais mes condiments, je voyais des femmes qui venaient vers moi. Et n'a pas tomato, n'a pas Ça c'est bien, ça c'est positif. Donc j'ai compris que les gens, en suivant le film, ils réalisent, ils captent les personnes. Donc ce film aussi que j'ai joué et que j'ai pris le copain de ma petite soeur, d'autres peuvent penser que voilà. Donc, alors que ce n'est pas le cas. Ça reste un film. Ça reste un film. Et je vous invite à sortir massivement, partager le film avec nous, parce que vous n'allez pas le regretter. C'est très intéressant. Donc, Halima Ouedraogo à l'état civil. Mais dans le film, c'est quel prénom? Dans le film, c'est Malika. Voilà. Oui. Donc, Malika est différente de Halima Ouedraogo qui est sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Zampa, le dernier message à l'endroit des cinéphiles. Bien, merci. À l'endroit des cinéphiles, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est les inviter à venir massivement en salle, parce que j'ai un coup de cœur quand même. Le Burkina Faso, Ouagadougou étant la capitale du cinéma africain. Et j'ai dit ça la semaine passée, dans les années 90, on avait autour de 53 salles qui fonctionnaient sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Aujourd'hui, on en a tout au plus une dizaine. Une dizaine où à Ouaga, il n'y a que 3 qui fonctionnent véritablement. En plus des 2 salles Canal Olympia, ça va faire 5. Mais on doit se remettre en cause. Pourquoi les salles se sont fermées? C'est parce que les gens ont délaissé les salles. Moi, je crains fort que le combat que certains pays mènent pour récupérer le FESPACO, est-ce qu'ils ne vont pas réussir si nous continuons à délaisser les salles? Donc, à travers ça, j'invite les cinéphiles à sortir massivement, voir les films africains, parce que c'est depuis 2005 que les gens ont commencé à adorer, à aimer les films, les productions burkinabées. Parce que, comme elle le disait tantôt, Sinaba, c'est un monument du cinéma. Je peux dire que c'est par lui que le cinéphile burkinabé a commencé à aimer les films burkinabés. Et je défie quiconque. En 2005, quand Sinaba a sorti Ouagadougou, c'est le premier film africain, le premier film, je dis bien le premier film africain, pas burkinabé, africain, à faire salle comme au niveau de tout Ouagadougou, pendant qu'il y avait au moins une dizaine de salles qui passaient le film. Le premier film africain. Pour ne pas dire le premier film mondial, parce que du temps de la Sonacib où j'ai travaillé, depuis 1987, il y avait les films qui venaient, mais en analogie, c'est-à-dire les bandes roulantes. Donc un film ne pouvait pas passer dans 2 salles en même temps. Ça passait au ciné Burkina, une semaine après, ça part au ciné Neroya. À la limite, c'est au niveau du ciné Ouriri qu'on faisait ce qu'on appelait tandem en son temps, on pouvait faire le film, parce que c'est côte à côte. La première bande finie, on amène ici. Mais là aussi, on ne pouvait pas avoir salle comme Ouagadougou l'a fait. Eh bien, donc, elle a dit que j'emboîte les pas de Sinaba. On dit un bon enseignant ne fait qu'inculquer à son élève tout ce qu'il connaît. Et un bon élève, s'il veut être bon vraiment, il emprunte vraiment, il prend les enseignements de ce que son maître a dit. Sinaba, c'était un de nos encadreurs, je peux le dire ainsi, parce qu'à travers tout ce qu'il a produit, et par l'expérience que j'ai depuis dans le cinéma, je pense que celui qui emboîte les pas de Sinaba, il va réussir dans le cinéma en termes de mobilisation des cinéphiles. Je ne parle pas de films d'auteur. Ceux qui veulent faire des films d'auteur, c'est une catégorie. Ceux qui font des films de salle, c'est une catégorie. Et vous avez choisi de faire des films de salle? Pour le moment, je démarre avec des films de salle parce que je veux faire en sorte que les salles qui ont perdu des cinéphiles commencent encore à revivre parce que les cinéphiles commencent à venir. D'accord. Merci, le temps est terminé. Zampa parle beaucoup. Bon. On se retrouve toute la semaine. Vendredi prochain, pas demain, mais peut-être vendredi prochain, je serai là pour rappeler aux cinéphiles que le film continue et ce sera le dernier week-end. Allez-y voir donc Coup de foudre à Ouaga by Zampa Ligré. Donc vous pouvez voir le film en salle au ciné Burkina depuis lundi jusqu'à maintenant, jusqu'à pratiquement le 23 juin. Mais n'hésitez surtout pas à aller tant que vous avez le temps.
Alors, on marque une petite pause, on retrouve deux invités. Et vous le savez, nous avons débuté depuis quelques semaines d'ailleurs les conseils à l'endroit de ces élèves-là qui font des examens, avec notamment l'association Les Merveilles du Faso, accompagnée toujours par Dr Dieudonné Tiberi, qui est ancien chercheur à l'université, Joseph Kizerbo, qui accompagne ces jeunes-là, qui sensibilisent leurs frères sur les examens scolaires. Bonjour Dr Tiberi. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et vous êtes accompagné bien sûr de Charles-Maï Bilgo, entrepreneur et président de l'association Les Merveilles du Faso. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Alors, Charles-Maï Bilgo, tes petits frères ont justement composé le BBC, les résultats sont tombés. Ça a été une longue attente pour cette année. Et puis, certains ont réussi, d'autres sont au second tour. Oui. La prochaine étape, c'est justement composer les second tours demain. Quel serait donc ton message à leur endroit? Alors, merci encore à l'équipe de Savane Média de nous avoir reçus une fois de plus. C'est déjà encourager ces élèves qui sont au second tour, leur dire déjà d'avoir comme quelqu'un le dirait, le moral au top. Voilà, d'avoir cette envie-là de continuer, de ne pas chercher à abandonner, mais surtout de continuer la préparation. Et au niveau de la préparation, c'est déjà essayer de voir avec leurs enseignants et avec certains de leurs camarades qui ont obtenu le BPC au second tour, quelques points qu'ils auraient pu obtenir et qui n'ont malheureusement pas, c'est-à-dire les failles, les erreurs qu'ils ont commises peut-être au second tour, pour essayer déjà de revoir ça, parce que la plupart du temps, il peut arriver que c'est souvent, parce que les sujets ne sont pas souvent très très loin, donc en corrigeant souvent ces erreurs-là, ça peut les aider à mieux se préparer. Et également, lors de la composition, c'est d'essayer déjà d'aller un peu sur les questions qu'ils maîtrisent d'abord, de privilégier la réponse aux questions qu'ils maîtrisent avant maintenant de continuer au niveau des autres. Et ce qu'il faut préciser, c'est que cette année, apparemment, il n'y a pas de dictée. Donc, les points de la dictée seront répartis au niveau des deux autres exercices de français. Donc, aller directement, en fait, droit au but, essayer de répondre aux questions qu'ils maîtrisent et maintenant, les questions qui nécessitent qu'ils repartent aussi dans les textes pour obtenir des éléments de réponse qu'ils le fassent. Alors, docteur, vous aviez dit, même en composant le premier tour, il fallait même envisager, se préparer pour le second tour. Peut-être d'autres ne l'ont pas fait et ils sont au second tour. Demain, ils doivent être en salle pour composer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, effectivement, comme on l'avait souligné la dernière fois, le second tour n'est pas une fatalité, c'est une seconde chance. Donc, il faut savoir saisir cette chance-là. Donc, il est important déjà, quand ils seront en salle, déjà dès demain, d'avoir un bon esprit. C'est une deuxième chance qu'il a faite. Il faut se dire, ce sont de nouveaux sujets, ce ne sont pas les anciens. J'ai eu peut-être des difficultés qui m'ont mis un peu en retard, mais cette fois, c'est la bonne. Il faut que je saisisse ma chance. Donc, demeurer concentré, comme M. Bilgo l'a souligné, traiter les exercices favorables d'abord, et puis progressivement aller vers ce qui est un peu plus compliqué, et mieux gérer son temps. Mieux gérer son temps. Alors, pour ceux, c'est pas trop tard en tout cas pour ceux qui font le baccalauréat, parce que eux, ils doivent composer, donc, je crois le 18, non? C'est oui, dans, le 18, dans quelques mardi. jours. Donc, mardi. Alors, on commence par Bilbo et on terminera par Docteur. Pour ceux qui vont composer le bac, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, c'est encore les encourager à garder la ligne. Et une dernière technique de mémorisation, parce que on a beau dire, voilà, de relativiser un peu les révisions, il y en a qui vont toujours continuer. Donc, une dernière technique, c'est essayer peut-être de créer des acronymes, des sigles avec certaines leçons. Et quand ils prennent, par exemple, une page, ils essaient de voir, il y a des exercices ou encore des parties de certains cours qu'ils doivent souvent mémoriser. Donc, ils peuvent prendre par exemple la première phrase et la première lettre. Donc, la deuxième phrase, la deuxième lettre, ainsi de suite, ça se crée souvent un acronyme. Et lors de la composition, pour se rappeler plus facilement de ça, ils arriveront plus simplement à prendre l'acronyme. Quand ils prennent l'acronyme, la première lettre rappelle automatiquement quelque chose, la deuxième lettre rappelle automatiquement une autre chose. Ça permet de faciliter. Ça, c'est une technique, une des dernières techniques à l'approche du baccalauréat à laquelle fait recours. L'autre également, c'est d'essayer de confondre les parties à des images. C'est-à-dire quand je prends par exemple une partie du cours que je veux bien maîtriser, mémoriser, mais que
et pour laquelle j'ai des difficultés, je l'assimile à une image. Je peux par exemple l'assimiler à quoi on prend juste un exemple très simple, un chapeau. Et durant la composition, je me rappelle en fait du chapeau, ou encore quand j'essaie de me rappeler de la partie, c'est automatiquement l'image du chapeau qui reviendra et ça me permettra facilement de dire, ah, en fait, l'image du chapeau est assimilée à cette partie du cou et ça permet de se rappeler plus facilement parce qu'actuellement, comme il y a beaucoup de stress, il faut créer des techniques encore plus simples pour mémoriser. Pour mémoriser. Alors, docteur, on part dans la lancée donc, des conseils et que ce soit pour les élèves, l'entourage et les parents. Oui, déjà pour les élèves, ce que je peux leur dire, c'est que c'est un examen et ce n'est pas nouveau. Ils ont eu la chance déjà de faire le CEP et le BEPC. Donc c'est un troisième examen. C'est une sorte de révision en quelque sorte. Donc du point de vue disposition, ce sont pratiquement les mêmes. La particularité cette fois, c'est qu'ils doivent tenir sur plusieurs jours. Donc il faut pouvoir le gérer pendant plusieurs jours. Et c'est en cela que leurs parents interviennent. Il est important parce que les parents leur prêtent assistance tout au long de cette période d'examen. Assistance du point de vue qu'ils puissent se lever tôt, qu'ils puissent aussi se coucher tôt, même si ce n'est pas évident, qu'ils les accompagnent avec des repas. Au moins, on ne dit pas des repas, mais au moins qu'il y ait quelque chose dans le ventre. Et au moins qu'ils aient un peu d'argent sur eux pour ceux qui ne peuvent pas rentrer à midi et qui sont obligés de rester. Et de préférence même qu'ils restent. Parce que souvent, en rentrant et voulant revenir, d'autres, on est exposé à la circulation, on est exposé à un sommeil plus long et autres. Donc, une manière de leur dire que c'est un moment important qu'ils ont déjà vécu, mais ils vont le vivre cette fois sur plusieurs jours, qu'ils se concentrent davantage afin que tout se passe bien. Et avec l'aide de toute la famille, ça ira. Ça ira. Bonne chance, oui. Voilà, également, lors de la composition, il y a une erreur que plein de personnes commettent souvent, plein d'élèves. Il faut beaucoup lire le sujet. Voilà, il faut réellement lire tout le sujet avant même de commencer à composer pour le baccalauréat. Ça permet de comprendre parce que tu peux voir une question que tu penses malheureusement avoir compris et ce n'est pas le cas. Voilà. En son temps, il y a un camarade qui pensait en fait avoir compris et tout, comme il a vu les questions, c'était facile. Il s'est trouvé qu'en fait à l'arrière de l'épreuve, il y avait encore des questions. Et lui, il n'a pas vu ça, il a juste répondu. Toutes les questions auxquelles il a répondu. Effectivement, il a trouvé, mais la moitié était derrière, il n'a pas vu. C'est après la composition. Ça fait la moitié. Voilà, bon, en tout cas, donc, il faut faire très attention. On me semble que le temps est terminé. Alors, Bilgo, il y a ce projet aussi qui sera donc qui va intéresser beaucoup ceux-là qui vont obtenir le baccalauréat. Il s'agit donc du projet dénommé 1000 nouveaux bacheliers. C'est vrai qu'on va en parler dans une autre émission, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour annoncer le projet. D'accord. Donc, comme on a foi aux candidats au baccalauréat et qu'on sait qu'ils vont réussir de la plus belle des manières, nous avons prévu déjà l'après-baccalauréat. Et cet après-baccalauréat-là, il se manifestera par un panel dénommé, comme vous le disiez, 1000 nouveaux bacheliers, qui est d'ailleurs à sa 4e édition, qui accompagne les nouveaux bacheliers à répondre à 3 questions. Comment choisir ma filière à l'université? Donc la question des orientations scolaires et universitaires. Comment réussir mon année universitaire après le baccalauréat? Il y a encore une vie à l'université, il faut réussir à passer aux classes supérieures. Et comment concilier études et entrepreneuriat, volet insertion professionnelle? Après l'obtention de ces diplômes universitaires, il faut également travailler, soit après ou encore pendant même les études. Il faut arriver à concilier les deux et également trouver une source de revenus qui permet de se prendre en charge et peut-être même dépanner souvent la famille. D'accord. On va reparler de ça dans une autre émission, comme je l'ai dit, pour mieux connaître les conditions. Merci beaucoup, docteur Dieudonné Tiberi, d'accompagner la jeunesse et de passer sur ce plateau pour les conseils. Merci bien, Bilgo. On se retrouvera une autre fois. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Allez.